à tous. Alors, troisième et dernière partie de ce chapitre sur les mouvements, on va parler de la vitesse d'un système et alors la valeur de la vitesse, mais également le vecteur vitesse. Donc, on va commencer avec une petite activité que je vous conseille d'essayer de faire tout seul et ensuite de regarder la correction vidéo et la correction écrite. Donc, à trottinette. Alors, on y va et ensuite on fera une petite synthèse de ce qu'il y a à savoir sur la vitesse et le vecteur vitesse. Alors, on commence avec cette petite activité où on vous parle d'un déplacement en trottinette et on vous dit que la vitesse est modifiée pour éviter certains obstacles, évidemment, pardon. C'est-à-dire que la vitesse va pas forcément être toujours la même. Et cette grandeur est représentée par un vecteur. Alors ça, la vitesse, vous savez ce que c'est, hein, vous en avez déjà entendu parler. Maintenant, le vecteur vitesse, cette année, il va falloir savoir le représenter et ce que ça... comment c'est caractérisé. Alors déjà, juste un détail sur ce que c'est qu'un vecteur en mathématiques. Donc quand vous définissez un vecteur, il y a trois caractéristiques très importantes à prendre en compte. La direction du vecteur, donc qui va être donnée par une droite. Le sens du vecteur, c'est-à-dire que sur cette droite, on va aller dans un sens ou dans l'autre. La valeur ou norme du vecteur, donc qui va être représentée ensuite par une longueur. Et le vecteur, au final, est représenté par une flèche, donc un segment fléché. Donc la direction, c'est la droite qui supporte cette flèche. Le sens, ici par exemple, de la gauche vers la droite sur cette droite. Et la norme représentée par la longueur du vecteur, donc la longueur de la flèche, du segment fléché. Alors, pour cette activité, vous avez des documents pour vous aider. D'abord, un document sur le vecteur vitesse d'un point. Alors, on vous dit la position M du point du système. Donc, on a déjà vu que pour le système, donc le mobile en mouvement, l'objet en mouvement, on peut décider de caractériser le mouvement d'un seul point, pour simplifier, de ce système. Donc, on va l'appeler M, le point en question. Et donc, à deux instants différents, le point M n'est pas à la même place. On dira que c'est le point M à l'instant T et le point M' à l'instant T' ultérieur, donc plus tard. Et ça définit le vecteur qu'on appelle MM', appelé vecteur déplacement. Donc en gros, ça veut dire quoi? Si vous avez le mobile qui est à un instant T au point M, si un petit peu plus tard, le mobile est en M', donc plus tard à l'instant T', on définit le vecteur déplacement MM' par cette flèche-là. Je modifie, voilà. Donc le vecteur déplacement, c'est ce vecteur-là. Donc le vecteur M' avec la flèche pour représenter un vecteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vecteur déplacement. Ensuite, on nous parle du vecteur vitesse moyenne qui correspondrait au rapport du vecteur déplacement sur l'ensemble du parcours par sa durée totale. Donc sur mon exemple ici, le vecteur vitesse moyenne, alors c'est un vecteur, donc il y aura une flèche, ce serait, d'après ce qui est écrit, le rapport du vecteur déplacement, donc MM' avec une flèche, sur la durée totale du parcours. Donc ici, ce serait quoi? T' moins T, puisqu'on est à deux instants différents. C'est l'instant le plus éloigné moins le plus proche. Donc ça fait T', le final moins le initial, donc T' moins T. Donc ça, ce serait le vecteur vitesse moyenne. Et on nous dit, lorsque les positions sont successives et très rapprochées, le vecteur vitesse moyenne correspond alors au vecteur vitesse, on enlève le moyenne, du point M. Alors là, on va le voir après, c'est que si M et M' sont très proches, c'est-à-dire que T' moins T est très court, je ne sais pas, ça dépend des situations, mais de l'ordre par exemple de 40 millisecondes, on pourra considérer que le vecteur vitesse moyenne ici correspond au vecteur vitesse instantanée, entre guillemets. Là, il n'y a pas le mot instantané, on dit vecteur vitesse tout court, mais ce serait le vecteur vitesse instantané au point M. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer, en prenant un temps très très court, donc en prenant ce T' moins T le plus petit possible, que en fait la valeur du vecteur déplacement sur ce temps-là, cette durée-là, ça nous donne à peu près la valeur du vecteur vitesse instantané. Il faut que vous pensiez à votre compteur de voiture. Votre compteur de voiture, quand vous le regardez à un instant donné, vous donne votre vitesse à cet instant-là. C'est ce qu'on appelle la valeur de la vitesse instantanée. Et comment on fait pour avoir ça? En fait, on prend une vitesse moyenne, mais avec une durée très 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 courte. Donc on prend la durée la plus courte possible entre deux positions. Document 2. Alors justement, c'est un dessin qui représente les différentes positions de la trottinette au cours du temps.
D'accord? Donc vous apercevez qu'on a un repère d'espace, on en a déjà parlé, hein, O, X, Y, donc ici un repère cartésien, et qu'on a une horloge, hein, donc un repère de temps également. Ça veut dire qu'à l'instant t égale 0, on est au point M1. D'accord? On nous donne une échelle, on nous dit que 1 cm sur ce dessin correspond à 2 mètres en réalité. Donc ça, c'est l'échelle, il va falloir en tenir compte pour avoir évidemment en vrai les différentes distances parcourues. Et on nous donne la durée entre deux positions successives, donc entre deux images. Ça, c'est une sorte de chronophotographie, hein. La durée, c'est 0,40 secondes entre chaque position. Donc entre M1 et M2, il s'est écoulé 0,40 secondes. Entre M2 et M3 également, etc., etc. On nous donne ensuite ce qu'on a défini plus haut, hein, l'expression du vecteur vitesse moyenne. Donc ici, ce serait, puisqu'on part de M1 et on arrive en M6, le trajet total, c'est M1, M6. Donc le vecteur déplacement total, c'est M1, M6. Donc si je le dessine, le vecteur déplacement M1, M6, hop, je suis obligée de le faire comme ça parce qu'il ne veut pas que je parte de M1 parce qu'il y a déjà quelque chose d'écrit. Donc voilà, donc là, on a le vecteur M1, M6, donc le vecteur déplacement total, d'accord? Et on divise par T6, donc le temps qu'on aurait sur notre chronomètre à la fin, moins, alors T1 qui serait, si on déclenche le chronomètre à ce moment-là, qui serait le temps de départ, d'accord? Donc il serait égal à 0 par exemple. Donc ça, ce serait la définition du vecteur vitesse moyenne. On définit aussi le vecteur vitesse tout court, donc on peut rajouter instantané si vous le souhaitez, à la position 2, c'est-à-dire que pour avoir le vecteur vitesse à ce moment-là, donc là je vais juste enlever tout ce que j'avais dessiné, donc si je veux le vecteur vitesse au point M2, comment on fait? C'est une sorte de vecteur vitesse moyenne, sauf qu'on va réduire le temps entre les deux. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend le vecteur déplacement, mais M1, M3. Donc là, on va partir de là. Donc je recommence. Ah, il ne veut pas. Donc on recommence encore une fois. Voilà. Donc il faut prendre le vecteur déplacement M1, M3. Donc on prend le point d'avant. Donc le point qui nous intéresse, c'est M2. On prend le point avant, le point après, et on fait une vitesse moyenne sur ce petit déplacement très court. Ici, vous voyez que le temps entre les deux, hein, c'est T3 moins T1. Et ce serait quoi? Entre M1 et M2, on a 0,40 secondes. Et entre M2 et M3, on a également 0,40 secondes. Donc ça veut dire que l'écart, la durée entre M1 et M3, c'est 0,80 secondes. Donc c'est moins d'une seconde, hein. C'est pour ça qu'on considère le temps très très court. Donc ce serait quoi le vecteur vitesse instantané au point 2? Ce serait le vecteur déplacement M1, M3 que j'ai représenté par la flèche. D'accord? Hop, ce vecteur déplacement-là, divisé par T3 moins T1, qui serait égal du coup à 2 fois delta T. Delta T étant défini comme la durée entre deux positions successives. Donc la vitesse instantanée au point 2, ce serait M1, M3 vecteur déplacement sur 2 fois delta T. D'accord? J'espère que ça va. Alors, on va juste... Voilà, on va juste effacer tout ça puisqu'après, on va en avoir de nouveaux besoins. Tac, voilà. Alors, on continue. Document 3. On vous donne la méthode pour tracer un vecteur vitesse. Alors, il faut la suivre, hein, c'est toujours la même. Par exemple, si on veut tracer le vecteur vitesse V2 du point M à la position 2 dans le document qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va le lire, mais ensuite, on va le faire hein, avec des exemples. Donc, on le fera après. Mesurer la longueur M1, M3 dont on vient de parler. Donc, le point, on veut le point M2, nous. Donc, c'est en M2. Donc, on prend le point avant, le point après et on mesure la longueur M1, M3. D'accord? Ensuite, on utilise l'échelle du document pour avoir la vraie valeur. Donc, l'échelle du document ici, c'est 1 cm pour 2 mètres en vrai. Donc, il faut utiliser cette échelle pour avoir la vraie distance. Ensuite, on calcule la valeur de la vitesse. La valeur de la vitesse, hein, c'est la valeur. Donc là, ce n'est pas le vecteur. Donc, ça va être quoi? C'est la distance M1, M3 divisée par T3 moins T1. Donc, c'est-à-dire la durée entre M1 qui s'est écoulée entre M1 et M3. Donc, ça nous fait M1, M3 sur 2 fois l'intervalle entre deux positions.
Ensuite, on va représenter des vecteurs vitesse. La vitesse s'exprime en mètres par seconde. Donc, il va falloir, là on va avoir une valeur pour la vitesse, il va nous falloir une échelle pour représenter ces vecteurs, la longueur de ces vecteurs. Donc par exemple, il va falloir une échelle 1 cm sur le dessin correspond à tant de mètres par seconde. Cette échelle va être déterminée en fonction des valeurs de vitesse que vous allez trouver. Il ne faut pas que ce soit représenté par un trop grand vecteur, mais il ne faut pas non plus que ce soit représenté par un trop petit vecteur. Ensuite, on calcule grâce à cette échelle, du coup, la norme de notre vecteur. Donc, comment on va le représenter. Et ensuite, on représente le vecteur dans son ensemble, à savoir que la direction du vecteur vitesse, ça va être celle du segment M1, M3, donc le vecteur déplacement M1, M3, qui est déjà un vecteur. C'est ce qu'on appelle la tangente à la trajectoire. Alors ici, c'est une trajectoire qui est rectiligne, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est une droite, mais sinon, c'est la tangente à la trajectoire. Le sens, c'est toujours le sens du mouvement pour le vecteur vitesse, et la norme, on l'a calculée avant, donc il n'y a plus qu'à l'utiliser. D'accord? Alors, on va l'utiliser, cette méthode qu'il faut connaître pour représenter des vecteurs vitesse instantanée, entre guillemets. Alors, décrire le mouvement, première question, du point M dans le référentiel terrestre. Donc, la caméra est fixe par rapport à la Terre, elle observe ce mouvement-là pour la petite trottinette. Alors, c'est quoi comme mouvement? Alors, déjà, on voit que la trajectoire est une droite, d'accord? Donc, je peux le refaire, hein, évidemment. Hop. Donc ça nous donne bien, on va le vérifier, une droite. Voilà, ça passe par tous les points. Donc on a bien une droite. Donc la trajectoire est rectiligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la distance entre les positions augmente au fur et à mesure. Donc ça veut dire que la vitesse va augmenter au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'on a affaire à un mouvement rectiligne accéléré. Donc ça, c'est la nature du mouvement du point M. Donc, mouvement rectiligne accéléré. Ensuite, représenter les vecteurs V2 et V5 du point M aux positions 2 et 5 en suivant la méthode proposée. Alors, on va y aller, hein, d'accord? Donc, on va suivre cette méthode-là du document 3 pour représenter ces vecteurs. Alors, c'est parti. Première chose, on vous dit, donc moi, je veux déjà me mettre... C'est ici que je vais représenter le vecteur vitesse V2 et je veux ce vecteur vitesse. Donc déjà, on nous dit de mesurer M1, M3. Donc c'est la première chose à faire. Donc je prends ma règle. Alors soit vous le faites directement sur un écran, soit vous le faites sur une feuille imprimée, c'est comme vous voulez. Alors vous n'allez pas forcément trouver la même chose que moi puisque ça dépend de votre écran, de votre imprimante, de l'affichage du document. Donc par contre, à la fin, avec les échelles, ça doit revenir au même sur les valeurs réelles. D'accord? Donc, pour la vitesse, ça va revenir au même. On y va pour mesure de M1, M3. Alors moi, quand je mesure directement, j'arrive à M1, M3 égale 2,3 cm. D'accord? Donc la distance sur le dessin, 2,3 cm. Or, l'échelle me dit que 1 cm sur le dessin correspond à 2 mètres en vrai. Donc ça veut dire que M1, M3 en vrai, ce sera 2,3 cm fois 2 mètres. Puisque pour 1 cm, ça fait 2 mètres. Pour 2,3, je multiplie. D'accord? Et j'arrive à 4,6 mètres. Donc en réalité. Donc mon M1, M3, je l'ai mesuré. On est à 4,6 mètres en vrai. OK? Ensuite, dans la méthode, on nous dit quoi? Donc on a fait ça. Mesurer la longueur M1, M3. Ensuite, calculer la valeur de la vitesse à la position 2. Donc, il faut diviser cette distance M1, M3 mesurée en vrai, d'accord, par T3 moins T1, c'est-à-dire le temps ici moins le temps ici. Et ça, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, il y a une fois delta T qui s'est écoulée entre M1 et M2 et 2 fois delta T entre M1 et M3. D'accord? Une fois entre M1 et M2 et une autre fois entre M2 et M3. Donc au final, ça fait 2 delta T. Donc je continue ici. La valeur de ma vitesse V2, ce sera M1, M3, donc cette valeur de distance, divisée par 2 fois l'écart entre deux positions, donc la différence de temps entre M3 et M1. Donc ça nous donne, là je ne sépare pas, calcul littéral application numérique, ça va nous faire 4,6 mètres
divisé par 2 fois 0,40 secondes. Ça fait 0,80 secondes. Alors, si on fait le calcul, on arrive à 5,8 mètres par seconde. D'accord? Hop. Alors, j'ai dit une bêtise, je pense tout à l'heure, il faut faire attention en fonction de votre échelle, parce que là, l'échelle, c'est 1 cm pour 2 mètres, on vous la donne. Et le problème, c'est que vous n'avez pas forcément mesuré la même chose que moi. Donc non, j'ai dit une bêtise, vous n'allez pas forcément trouver la même chose. Hein. Après, si le calcul est bon, hein, c'est le principe qui compte. Hein, okay, parce que si on nous avait donné un petit tiret comme ça, un truc, en nous disant ça fait 2 mètres, on aurait tous retrouvé la même chose, puisque en agrandissant ou en rapetissant, on aurait eu quand même la même chose sur cette échelle. Mais là, c'est 1 cm pour 2 mètres. Donc là, malheureusement, comme on n'est pas sûr d'avoir tous le même document, vous n'allez pas forcément trouver la même chose. Si vous avez des doutes, évidemment, posez-moi des questions. Je vérifierai vos calculs. Donc V2 égale 4,6 sur 2 fois 0,40, 5,8 mètres par seconde. Donc on a fait la deuxième étape. Ensuite, il nous faut une échelle de représentation pour représenter les vecteurs vitesse. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? On a trouvé 5,8 mètres par seconde. Si je prends 1 cm pour 1 mètre par seconde, il faudrait que je représente avec 5,8 cm. C'est quand même un peu grand. Donc là, on peut diviser par 2. On peut prendre 1 cm pour 2 mètres par seconde. Donc du coup, ce serait quoi la norme de mon vecteur V2? Si on a 1 cm pour 2 mètres par seconde, 5,8 cm, ça va être représenté par 2,6 cm. J'espère que vous êtes tous d'accord. 5,8 mètres par seconde, on fait 5,8 fois 1 divisé par 2. Donc 5,8 divisé par 2, on arrive à 2,6 cm pour la norme. Et ensuite, on a tout ce qu'il faut pour représenter le vecteur V2. Sa direction, c'est celle du segment M1, M3, sens celui du mouvement et la norme 2,6 cm. Donc ça nous donne quoi ici? Je vais dessiner une flèche. Il faut que la direction, ce soit M1, M3. Mais par contre, je commence à représenter le vecteur vitesse au point considéré, donc au point 2. Donc, je suis la ligne. Hein. La direction ici, c'est la droite. Donc, il n'y a pas de problème. La direction M1, M3. Le sens, c'est celui du mouvement. Donc, on va de M1 vers M6. Donc, ça va être comme ça. D'accord, le sens. Et la valeur, il faut que je représente avec une taille de 2,6 cm. Donc, je prends... Alors, moi, évidemment, là, je vais faire comme je peux. Hein, parce qu'il ne va pas vouloir, c'est sûr. Hop. Donc, c'est 2,6 cm. Donc, je ne sais pas où ça arrive exactement. Hein, vous le faites correctement. Voilà. Je vais représenter donc bien droit, par contre. Hein, la direction, c'est celle de la droite. Voilà. Il faut essayer d'être le plus droit possible. Ça nous donne, je vais le dessiner donc en orange. Non, allez, en rouge. Voilà. Donc, ce vecteur, voilà le vecteur vitesse au point 2, une taille de 2,6 cm. La direction, celle de la droite qui soutient M1, M3, d'accord, donc là c'est bon. Le sens, celui du mouvement, il est là. Et on n'oublie pas par contre au-dessus du vecteur de marquer à qui on a affaire. Et ici, c'est le vecteur vitesse V2, d'accord. Donc voilà le vecteur vitesse V2. Alors, on va faire exactement la même chose, puisqu'on nous le demande, pour V5. Alors par contre, pour V5, on va faire la même chose, mais l'échelle qu'on a choisie pour représenter les vecteurs, elle ne va pas bouger. Hein. Ce sera toujours 1 cm pour 2 mètres par seconde. Alors, je continue. Donc, on recommence tout. Alors, si j'enlève ça, il va tout m'effacer. Voilà, sauf le V2. OK. Donc, ici, pour V5, je me place au point... Donc, je vais faire ça en vert. Au point M5. Je veux la vitesse au niveau de ce point-là. Alors, je vais mesurer le segment, la taille du segment, entre le point d'avant, donc M4, et le point d'après, M6. Donc, je mesure M4, M6. M4, M6, moi, avec mes mesures, hein, je trouve 3,8 cm. D'accord? Avec l'échelle de 1 cm sur le dessin égale 2 mètres en vrai, j'arrive à 3,8 fois 2, 5,6 mètres. Attention, hein. Donc ça veut dire que M4, M6, ça fait 5,6, n'importe quoi, 7,6 mètres, voilà, en vrai. D'accord? Ensuite, je calcule du coup la valeur du vecteur vitesse
V5 en faisant M4, M6, donc la distance réelle que j'ai trouvée, sur l'intervalle de temps entre M4 et M6. Et c'est quoi? Bah, c'est delta T pour aller jusqu'à M5 et de nouveau delta T pour aller jusqu'à M6. Donc c'est 2 fois, encore une fois, hein, c'est toujours comme ça, 2 fois delta T. Alors on arrive à 7,6 mètres sur 2 fois 0,40, c'est-à-dire 0,80 secondes. Si on fait ce calcul-là, on arrive à 9,5 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vraie valeur de la vitesse V5. À partir de là, je choisis une échelle, mais je l'ai déjà. D'accord? Notre échelle, c'était 1 cm pour 2 mètres par seconde. Donc ça veut dire que notre norme pour la vitesse V5, donc pour le vecteur V5, on va le représenter par quelle longueur? Bah, on divise 9,5 par 2 et on arrive à 4,8 cm environ. Ça fait 4,75, donc 4,8 cm pour représenter le vecteur V5. À partir de là, bah, je le représente. Déjà, je commence au point M5, d'accord? Ensuite, la direction de ce vecteur, c'est la direction de la droite M4, M6. Donc là, c'est toujours cette droite-là, puisqu'on a un mouvement rectiligne. Le sens du mouvement bah, est toujours comme ça, donc du coup, ce sera la flèche dans ce sens-là. Et par contre, on représente ce vecteur avec une taille de 4,8 cm. Alors, on y va. Est-ce qu'il va bien vouloir? Oui, donc il va aller loin, hein, le vecteur là, puisque c'est 4,8 cm. Hop. Donc moi, c'est pas bien, hein, c'est pas dessiné comme il faut, hein, mais hop, il va assez loin par là. Et voilà, donc votre vecteur qui s'appelle V5, qui serait le vecteur vitesse au point M5, d'accord, pour ce mouvement-là. Ok. Alors vous remarquez hein, que on l'avait déjà dit que c'était un mouvement rectiligne accéléré. Ben, on voit avec le vecteur vitesse, hein, il est représenté par un vecteur plus long qu'au point numéro 2. C'est logique hein, puisque la valeur de la vitesse augmente. Par contre, vous remarquez que la direction du vecteur vitesse V5, c'est la même que la direction du vecteur vitesse V2, ainsi que le sens. Le sens et la direction ici ne changent pas dans le cas d'un mouvement rectiligne accéléré. Par contre, la valeur, évidemment, augmente. Bon, j'espère que ça va. Il faut savoir faire ça pour n'importe quel mouvement. Hein. Si on vous donne la chronophotographie avec différentes positions et qu'on vous donne une échelle, il faut savoir représenter les vecteurs vitesse aux positions qu'on vous propose. Alors, on continue. On nous demande de comparer les caractéristiques des vecteurs du point M pour ces différentes positions. Alors, je viens de le faire. On voit que la direction est la même pour V5 et V2. Le sens est le même. Mais par contre, la norme ou la valeur de V5 est plus importante que la norme ou la valeur de V2. Alors, au niveau de la synthèse, indiquez les caractéristiques à connaître pour représenter un vecteur vitesse. Bah, vous devez connaître sa direction, son sens et sa valeur. D'accord? Évidemment, toujours les trois caractéristiques à connaître. Et évidemment, bah, elles sont données, hein, vous les avez ici. La direction, si je veux au point M2, bah, la direction c'est celle du segment qui lie le point d'avant et le point d'après. Alors il faut que le temps soit très court entre les deux évidemment. Le sens c'est celui du mouvement. Et la norme, bah, la norme c'est le rapport entre la distance entre le point d'avant et le point d'après, donc M1, M3, et la durée entre ces deux points. Donc en général, c'est 2 fois la durée entre deux positions. D'accord? Juste, je vous montre pour que vous puissiez faire un arrêt sur image et avoir, voilà. Donc, au niveau de la direction, donc celle du segment M, N-1, N-1 c'est le point d'avant, N+1 le point d'après. Le sens, celui du mouvement, et la valeur, elle est proportionnelle à la valeur de la vitesse, donc qu'on a calculé tout à l'heure. Au niveau de la dernière partie de la synthèse, donner les caractéristiques du vecteur vitesse au cours d'un mouvement rectiligne non uniforme. Alors, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Ce qu'on a là, c'est un mouvement rectiligne accéléré, donc un mouvement rectiligne non uniforme. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que la direction et le sens du vecteur vitesse restaient inchangés, donc c'était les mêmes. Par contre, la valeur du vecteur vitesse change. Dans le cas d'un mouvement accéléré, la valeur de la vitesse va augmenter. Dans le cas d'un mouvement décéléré, bah évidemment, la valeur de la vitesse aurait diminué. Donc,
Voilà la synthèse écrite correctement. Alors, maintenant, ce qu'il y a à savoir au niveau de la synthèse sur tout ce qu'on vient de voir dans l'activité, sur le vecteur vitesse. Alors, j'ai séparé en deux. D'abord, en ce qui concerne la valeur de la vitesse, donc ça, vous connaissez depuis un petit moment. Et ensuite, les deux types de vecteur vitesse moyenne et vecteur vitesse tout court, ou je dirais instantané. Alors d'abord, au niveau de la valeur de la vitesse, il y a deux types de vitesse, la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Donc en gros, la vitesse moyenne, c'est vous avez un parcours par exemple de quelques kilomètres et vous avez une durée totale du trajet. Voilà la vitesse moyenne, vous faites la distance sur cette durée. La vitesse instantanée, c'est celle donnée par votre compteur de voiture, hein, c'est à un instant précis, vous voulez savoir à quelle vitesse vous vous trouvez à ce moment-là. C'est évidemment pas la même chose que la vitesse moyenne, parce qu'on peut aller sur un trajet, par exemple entre Provins et Longueville, je vais à 80 km/h en moyenne, d'accord, normalement un peu moins parce qu'il y a des passages à 50, donc on va dire les 70 km/h en moyenne, alors que la vitesse instantanée, il y a des fois vous êtes à 0, vous êtes à un feu rouge, des fois vous êtes à 20 km/h, des fois vous êtes à 80 km/h, etc. Donc la vitesse instantanée n'est évidemment pas la valeur de la vitesse moyenne. Alors on y va pour la vitesse moyenne avec la formule que vous connaissez tous depuis longtemps, V égale D sur T. Donc la vitesse moyenne égale D sur, alors je l'appelle delta T pour bien dire que c'est une durée, donc c'est une variation entre deux temps, hein, d'accord, temps final moins temps initial. Ensuite, pour la valeur, l'unité, pardon, c'est en mètres par seconde. Si la distance est en mètres et le temps en secondes. Si vous mettez la distance en kilomètres et la durée en heures, ça fait des kilomètres par heure, etc., etc. Vous pouvez aussi avoir des mètres par minute, enfin voilà, comme vous le souhaitez, sachant que la vitesse est donnée dans le système international en mètres par seconde. Donc l'exemple ici que j'ai pris, hein, un sprinter sur 100 mètres, il va faire le 100 mètres en 10 secondes par exemple, on verra Usain Bolt c'est un peu moins, et donc on peut avoir la vitesse moyenne en faisant 100 divisé par 10, on arrive à du 10 mètres par seconde en moyenne. Ça fait du 36 km/h, alors on va revoir comment on fait pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure. D'accord? Donc ça c'est évidemment dans le référentiel d'une caméra qui est fixe par rapport à la Terre et qui filme le sprint, d'accord. Si on se place dans le référentiel lié à une caméra qui suit le sprinter, attention, là comme j'ai dessiné, si vous suivez le sprinter, là la caméra et le sprinter sont immobiles l'un par rapport à l'autre. Dans ce nouveau référentiel, la vitesse moyenne du sprinter serait nulle, hein, d'accord. Donc attention au référentiel, hein, on rappelle. Ensuite, petite méthode pour convertir des mètres par seconde au kilomètre par heure ou inversement. Alors d'où ça vient, puis ensuite il faut l'apprendre par cœur, hein, pour que ça aille plus vite ou en tout cas savoir le retrouver. Alors si on est en kilomètres par heure et qu'on veut passer en mètres par seconde, par exemple j'ai 20 km par heure. Alors déjà 20 km en mètres, 1 km c'est 1000 mètres, donc 10 puissance 3 mètres. Donc si je convertis les 20 km en mètres, ça nous fait 20 10 puissance 3 mètres. Ensuite, il faut convertir une heure en secondes. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc, c'est 20 km divisé par une heure ou 20 10 puissance 3 mètres divisé par 3600 secondes. Ça nous fait du 5,6 mètres par seconde. Mais regardez, c'est quoi 10 puissance 3 sur 3600? C'est la même chose que si vous aviez 1 en haut et on divise par 10 puissance 3 en haut et en bas. Donc là, ça fait 10 puissance 3 sur 10 puissance 3, ça fait 1. Et 3600 divisé par 10 puissance 3, vous décalez la virgule de 1, 2, 3 rangs, ça nous fait 3,6. Donc ça revient à faire quoi quand on convertit des kilomètres par heure en mètres par seconde? Ça revient à diviser par 3,6. D'où ce que vous avez ici, là, c'est cette partie-là. Pour passer de km par heure à mètre par seconde, on divise par 3,6. Vous pouvez retenir que forcément la vitesse en km par heure est plus grande que la vitesse en mètres par seconde. Donc on divise par 3,6. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, c'est l'inverse. Donc si par exemple vous avez 330 mètres par seconde, ça fait 330 sur une seconde. Donc on passe les 330 mètres en kilomètres et là, c'est 1000 fois plus petit. Donc on divise par 1000 ou on multiplie par 10 puissance moins 3. Ça revient à décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche, donc on est à 0,330 km. Et une seconde en heure, on sait que une heure c'est 3600 secondes, d'accord. Donc une seconde,
bah, on fait quoi? On fait 1 fois 1 divisé par 3600. Ça fait 1 sur 3600 heures. Donc, ça nous fait ça, d'accord? Et ça revient à 1188 km par heure. Et ça revient à quoi avec notre truc là? Bah, quand on passe des mètres par seconde au kilomètre par heure, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie en haut par 10 puissance moins 3, d'accord? Et on divise par 1 sur 3600. Ça, c'est comme si on multipliait par 3600. Donc, ça veut dire qu'on multiplie par 3600 fois 10 puissance moins 3. Et ça nous fait, on décale la virgule, 3600, ça fait 1, 2, 3, ça fait 3,6. Donc, ça revient à multiplier par 3,6. C'est ce cas-ci, d'accord? Quand on passe de mètres par seconde à kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. Retenez, hein, en mètres par seconde, la vitesse est moins grande qu'en kilomètres par heure. D'accord? Donc, on multiplie par 3,6 pour passer au kilomètre par heure et on divise par 3,6 pour passer au mètre par seconde. Au passage, vous aviez des valeurs, hein, des ordres de grandeur de vitesse moyenne, hein, pour certains, voilà, pour avoir une idée, hein, jusqu'où on va. La vitesse de la lumière, évidemment, hein, 300 000 km par seconde ou 300 000 ou 3 10 puissance 8 mètres par seconde. L'escargot, 4 mètres par heure, par exemple. Donc, c'est des idées, des ordres de grandeur de vitesse. Ça, c'était pour la vitesse moyenne. On passe à la vitesse instantanée. Alors, en gros, c'est une vitesse moyenne, sauf que on va prendre une durée très courte. On en a déjà parlé. Donc, par exemple, sur le sprinter, on ne va pas prendre sur toute la durée de son parcours, mais on va prendre une distance toute petite et un temps très court pour mesurer la vitesse de ce sprinter quand il va passer à cet endroit-là. OK? Donc, c'est pareil, c'est V égale D sur delta T, sauf qu'on va prendre un delta T très court et un D aussi très court. D'accord? Donc ça va être le plus court possible. Mais on ne peut pas avoir en un point. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, on fait une approximation en prenant une durée la plus courte possible. Alors, je vous propose une chronophotographie d'un skieur et je vous demande, alors ce skieur c'est Candide Tovez, je vous demande à quelle vitesse se déplace Candide Tovez lorsqu'il est à cet endroit, donc ici. D'accord, donc on a la chronophotographie. Donc en cette position-là, je veux sa vitesse, donc la valeur de la vitesse instantanée. On nous dit que la taille de Candide Tovez, c'est 1,74 mètres, donc sa vraie taille. Et on vous dit que les photos sont prises à intervalle de temps régulier de 300 millisecondes. Donc entre chaque position, entre là et là, j'ai 300 millisecondes, là et là aussi, etc., etc. Donc entre chaque position, entre chaque image de la chronophotographie, j'ai 300 millisecondes. Donc, comment on fait pour avoir la vitesse? Alors, on sait que la vitesse instantanée, il faut prendre un temps très court. Alors là, on a deux points qui sont représentés, A et B, le point d'avant, le point d'après. On l'a vu dans l'activité sur la trottinette. C'est ce qu'on fait en général. On va prendre la distance parcourue entre le point d'avant et le point d'après et on va diviser par le temps entre les deux. Donc ici, ce serait la distance parcourue AB, d'accord, divisé par le temps entre A et B. Et on a quoi? Ici, on a 300 millisecondes et ici, 300 millisecondes qui se sont écoulées. Donc, si j'appelle 300 millisecondes delta T, ce sera AB sur 2 fois delta T. D'accord? Alors, le problème, c'est AB. AB, si on mesure ici sur l'écran, ce ne sera pas la vraie distance. Et on nous donne, comme à chaque fois, pour pouvoir avoir une échelle spatiale, on nous donne une vraie distance. C'est la taille de Candide Tovez. Alors, Candide Tovez, il fait en vrai 1,74 m. Ça correspond à quoi sur le dessin? Alors, c'est compliqué là, c'est une approximation encore une fois, parce qu'il n'est jamais dans sa longueur totale. Alors, moi, j'ai pris ici, la taille ici de Candide Tovez, et on mesure sa taille, ça nous fait 1,7 cm sur mon écran. Là encore, si vous imprimez, c'est pas forcément pareil. Sur votre écran, c'est pas forcément pareil. D'accord? Sauf que là, ça va revenir au même, puisque on va tout mesurer sur l'écran qu'on a ou sur la feuille qu'on a. Donc, ça fait 1,7 cm pour 1,74 m en vrai. Nous, on veut la distance AB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer la distance AB. Ah, il ne va pas vouloir encore. Donc, je vais prendre le point A et le point B. Voilà. Donc, je prends ce segment-là et je vais mesurer. Alors, moi, je trouve, toujours sur mon écran, que AB, donc c'est là, hop, AB, je trouve que ça fait 5,3 cm.
d'accord? Et je veux savoir en vrai combien ça fait. Donc c'est une simple règle de 3, hein, d'accord? Ça nous fait 5,3 fois 1,74 m divisé par 1,7. Donc AB en vrai, on arrive à 5,3 fois 1,74 m sur 1,7. Ça, c'est en centimètres, 5,3 et 1,7 cm. Ça s'en va, les unités. Il nous reste 1,74 m, donc en mètres. Donc, on va trouver évidemment le résultat en mètres. J'arrive à 5,4 mètres. Donc, ça veut dire que ma distance AB, c'est 5,4 mètres en vrai. Donc, 5,4 mètres. Et je divise par 2 fois delta t, c'est-à-dire 2 fois 300 millisecondes. Attention, millisecondes, c'est 10 puissance moins 3 secondes. Alors, si je fais ce calcul-là, j'arrive à trouver comme vitesse à cet endroit-là 9 mètres, 9,0, hein, je garde les bons chiffres significatifs, 9,0 mètres par seconde pour Candide Tauvez à cet instant-là. D'accord ? Donc, il faut savoir que pour avoir une vitesse instantanée, il faut évidemment prendre le point d'avant, le point d'après sur une chronophotographie et il faut que le temps soit court. Alors là, le temps, il est très court, hein, c'est du 600 millisecondes. Donc, c'est 610-3, on est à 0,6 secondes en tout. Donc, c'est relativement court, évidemment. Hein. Moins d'une seconde, c'est bon, quoi. On est pas mal. Bon, j'espère que ça va. Retenez qu'il y a toujours une histoire d'échelle. On en a parlé quand on a fait l'activité sur la chronophotographie. Souvent, vous aurez quelque chose sur la photo dont vous connaissez la taille réelle. Okay, et je vous rappelle que cette chose doit être au premier plan. Et ici, c'est le cas, c'est celui qui nous intéresse. Hein. On ne va pas aller prendre la taille de quelque chose qui est vers l'arrière. Par exemple, cette personne-là ou quoi, on n'aura pas forcément la bonne taille. Alors, on continue. Usain Bolt, justement, je vous en parlais. On nous dit que Usain Bolt détient 2 records du monde sur 100 mètres et sur 200 mètres, avec 9,58 secondes pour 100 mètres et 19,19 secondes pour 200 mètres. Sur quelle distance va le plus vite? Alors, c'est sur 100 mètres qui va le plus vite, on va le vérifier, en calculant la valeur de la vitesse. Alors, c'est des valeurs de vitesse moyenne ici. Alors, sur 100 mètres, ben, on fait la distance parcourue, c'est 100 mètres sur 9,58. On trouve donc une vitesse de 10,44 mètres par seconde. Alors que sur 200 mètres, donc la distance parcourue 200 mètres, sur la durée 19,19 secondes, on arrive à 10,42. Alors c'est assez fort, hein, parce que si j'arrondis, là j'ai pas arrondi, mais je trouve 10,4 mètres par seconde dans les deux cas. C'est en gardant plus de chiffres qu'on voit qu'il va plus vite sur 100 mètres. D'accord, avec 10,44 au lieu de 10,42. Mais quand même, Usain Bolt, il va pratiquement aussi vite sur 100 mètres que sur 200 mètres. Donc, on double la distance, mais lui, il arrive à aller pratiquement aussi vite sur 200 mètres. On nous demande de convertir en kilomètres par heure. Alors, je vous ai dit, pour convertir en kilomètres par heure, en mètres par seconde, on a toujours une vitesse plus petite qu'en kilomètres par heure. Donc, on va multiplier. Et on va multiplier par 3,6, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on arrive à 37,6 km par heure. Et sur 200 mètres, donc pareil, je multiplie par 3,6 et j'arrive à 37,5 km par heure. Donc, il faut savoir faire ça, hein, convertir de mètres par seconde à kilomètres par heure et inversement. Et savoir calculer des vitesses moyennes comme ça. Là, on est au niveau des valeurs. Hein, il n'y a pas trop de soucis. Alors, on continue maintenant avec les vecteurs. Alors, les vecteurs qu'on a vus dans l'activité et que vous avez à connaître sont les vecteurs déplacement, vitesse moyenne et vitesse. Alors, au niveau du vecteur déplacement, on l'a vu dans l'activité. Hein, si vous avez votre système qui va d'un point M à un point M', ou alors de M1 à M6 ou de je ne sais pas quoi, le vecteur déplacement, c'est le vecteur qui relie le point M au point M'. D'accord, il est dans le sens du mouvement. Sa norme, c'est la distance MM', d'accord, et sa direction, c'est celle de la droite MM', qui relie les deux points. Ok. Le vecteur déplacement est un vecteur, donc forcément, vous avez une direction, un sens. Donc, vous pouvez aller de M à M' en passant par la trajectoire rouge ou la verte. Le vecteur déplacement, ce sera toujours le vecteur gris qui est représenté ici. Hein. D'accord. Donc, ce n'est pas toujours le vecteur qui représente le chemin suivi par votre système. Attention, hein. Mais c'est la définition du vecteur déplacement. C'est comme ça.
Le vecteur vitesse moyenne est lié à ce vecteur déplacement, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple pour ce cas-là, avoir la vitesse moyenne de votre système entre m et m', eh ben, faut faire le vecteur déplacement mm' divisé par la durée entre m et m', donc delta t. Vous avez un vecteur à gauche, vous avez un vecteur à droite. Vous ne pouvez pas avoir un vecteur à gauche et pas à droite. C'est-à-dire que si vous avez une égalité vectorielle entre deux vecteurs, il y a forcément une flèche à gauche et une flèche à droite. Par contre, ici, on divise par un nombre. Delta t, c'est un nombre. Mais comme vous avez un vecteur en haut, bah, il n'y a pas de problème. Alors, on ne divisera pas par des vecteurs. Hein. Attention, on ne va pas faire n'importe quoi et dire que delta t, c'est mm' divisé par le vecteur vitesse moyenne. Ça se fait pas en mathématiques. Par contre, de dire qu'un vecteur égale quelque chose fois un autre vecteur, ça, il n'y a pas de problème. Ou qu'un vecteur égale un vecteur divisé par un coefficient, là, il n'y a pas de problème non plus. Par contre, on ne divise pas par un vecteur. Ok ? Donc, le vecteur vitesse moyenne, on l'a vu dans l'activité aussi, hein, et ben, il a forcément, puisqu'on a une égalité avec un vecteur ici, il aura la même direction que ce vecteur-là, le même sens que ce vecteur-là. Et par contre, la norme, donc j'écris maintenant sans la flèche, la norme de la vitesse moyenne, ce sera la norme du vecteur déplacement, donc la distance mm' divisée par delta t. Donc là, les deux normes ne sont pas égales. Ok ? Donc quand vous parlez de vecteur, on met les flèches. Quand vous parlez de valeur ou de norme, il n'y a plus de flèches. Ok ? Alors on vous donne un mot là que je vais vous définir mathématiquement, vous l'avez peut-être déjà vu. On vous dit que le vecteur vitesse moyenne est collinéaire au vecteur déplacement. Collinéaire, ça veut dire qu'il a la même direction que en maths. Donc vecteur vitesse moyenne et vecteur déplacement ont la même direction. Donc on dit qu'ils sont collinéaires, tous les deux. Alors ce qui nous intéresse, hein, c'est le vecteur vitesse. Surtout, donc vecteur vitesse instantané. Alors le vecteur vitesse instantané, bah, c'est la même chose que le vecteur vitesse moyenne, sauf qu'on réduit les distances et on réduit les temps. Donc par exemple, on l'a fait dans l'activité, si je veux, sur cette trajectoire d'une grenouille, hein, qui va de M1 en M6, si je veux le vecteur en position 3, donc c'est-à-dire ici, donc qui est représenté là, le vecteur vitesse, il est représenté. Comment je fais en fait pour le représenter? Bah, en fait, c'est le vecteur déplacement. Alors je vais essayer de le représenter s'il veut bien. Voilà. Alors je vais le représenter en rouge. Le vecteur déplacement, voilà, c'est le vecteur M2, M4 avec la flèche. Donc en rouge. Voilà. Donc ce vecteur déplacement, c'est celui-là. Ben, on divise ce vecteur déplacement par la durée qui s'est écoulée entre le point M2 et le point M4. Donc c'est T4 moins T2. Il se trouve que si on vous donne le delta T, la durée entre chaque position, ce sera 2 fois cette durée-là. Alors attention, ici le delta T, c'est la notation générale pour la durée entre M2 et M4. Donc attention à bien lire hein, les énoncés. Ok ? Donc ce vecteur vitesse instantanée, bah, c'est juste qu'on prend un vecteur déplacement plus court et un temps forcément, une durée pardon, extrêmement plus courte que pour la vitesse moyenne. Au niveau des caractéristiques de ce vecteur, alors le vecteur ici V3 par exemple, aura la même direction que le vecteur déplacement M2, M4, d'accord? Et on dit que c'est la tangente à la trajectoire. Alors ici c'est plus rectiligne, la tangente c'est la droite qui passe en un seul point de la trajectoire. C'est ça tangent, ça passe juste au point M3. Bah, il se trouve que c'est la direction M2, M4 ici. Si vous prenez la parallèle, hop, c'est la tangente, c'est la même chose. Ok ? Ensuite, alors je peux essayer de la représenter s'il veut bien. Ah non, il veut pas. Si, alors on va essayer de la... Voilà, alors je vais modifier pour que ça marche bien. Voilà. Donc si vous prenez la parallèle, je vais enlever pour que vous voyez mieux. Hop. Si vous prenez la parallèle à M2, M4, le vecteur déplacement, donc je l'ai dessiné en rouge ici, ben on voit que ça ne passe que par le point M3. Donc on dit que c'est la tangente à la trajectoire. Et c'est la direction du vecteur V3. Bon là, c'est pas dessiné formidablement bien parce que, évidemment, avec les outils que j'ai à ma disposition, c'est pas forcément évident. Ensuite, le sens, c'est celui du mouvement. Donc ici, on va de M1 vers M6. Donc le sens du mouvement, évidemment, il est comme ça. Donc la flèche, la pointe de la flèche, bah, dans le sens du mouvement. Et la valeur, bah, c'est la valeur de la vitesse instantanée. Donc c'est quoi? Bah, ici, comment on ferait pour avoir V3? Bah, on ferait M2, M4. Donc la distance, il n'y a plus de flèche,
puisque je veux la valeur, divisé par T4 moins T2. D'accord? Donc, si on nous donne le temps entre chaque position, que je vais appeler taux, bah, ça serait 2 fois taux, le temps. Si le temps entre chaque position, je l'appelais taux, alors c'est une lettre qui est souvent utilisée, c'est le T grec qui est souvent utilisé pour les temps, très courts, donc on utilise taux. Donc du coup, ce serait M2, M4 sur 2 taux. Et là, on ne met plus la flèche. Okay, et ensuite, avec une échelle, comme on l'a fait dans l'activité, ici par exemple, on nous dit 2 mètres par seconde pour cette distance-là, bah, on peut représenter le vecteur V3. De même, on pourra représenter le vecteur instantané V4, etc. D'accord? Plus notre distance, évidemment, est courte, plus notre temps, pardon, notre durée est courte, plus on va avoir une bonne approximation sur la vitesse instantanée. Alors, comme exemple, je vous demandais sur les enregistrements, donc les 3 enregistrements que vous avez là, de tracer 2 vecteurs vitesse, de qualifier les mouvements, donc de dire quel type de mouvement on a, et de tracer 2 vecteurs vitesse sans souci d'échelle. Donc là, je m'en fiche, je n'ai pas d'échelle pour représenter, et de dire comment varie le vecteur vitesse. Alors, quand on parle de variation d'un vecteur, il faut parler de direction, de sens et de valeur. Alors, l'enregistrement A, on voit que c'est une trajectoire rectiligne, et on voit que la distance entre les différentes positions est toujours la même. Donc ça veut dire qu'ici, pour le A, on a affaire à un mouvement rectiligne uniforme, puisque la vitesse est constante. D'accord? Au niveau des vecteurs vitesse, si je veux tracer un vecteur vitesse, il aura quoi comme direction? Par exemple, si je veux tracer ici, il aura la direction de ce segment-là. Alors comme la trajectoire est rectiligne, c'est pratique. Donc, il aura cette direction-là, d'accord? Le sens, c'est celui du mouvement, donc je vais dire que ça va de la gauche vers la droite s'il n'y avait pas d'indication. Et la norme, j'en sais rien, mais on pourrait représenter comme ça. Et si on veut en représenter un autre, puisque c'est un mouvement rectiligne uniforme, il aura la même direction, le même sens et la même valeur. Donc, je suis à peu près à ça, les deux mêmes vecteurs. Ok? Donc, ça, ce sera le vecteur vitesse. Donc, par exemple, ici, au point, si j'appelle ce point A, là, 1 et 2, ça sera le vecteur vitesse V2. Et ici, donc 3, 4, 5, on est au point 6, donc ce sera le vecteur vitesse instantané V6. Donc, voilà. On continue avec l'enregistrement B. Alors, on a toujours une trajectoire rectiligne. Donc, ce sera un mouvement rectiligne, encore une fois. Sauf que là, on voit que les distances parcourues à intervalles de temps régulier augmentent. Donc, ça veut dire que la vitesse augmente, la valeur. Donc, on a un mouvement rectiligne accéléré. Okay, au niveau de la représentation du coup des vecteurs, donc si je représente, tiens, V3, donc ça sera quelque chose par exemple comme ça. Même la direction, c'est la droite. Le sens du mouvement et la norme, là on ne la connaît pas, mais ce serait quelque chose comme ça. Donc là, on aurait V3 au point 3. Et si par exemple je veux dessiner, là je suis à 3, 4, 5, 6, V7, donc la direction serait la même, d'accord, le sens serait la même, sauf que là, on voit que la valeur de la vitesse augmente. Donc le vecteur serait représenté par une norme plus importante. Ok? On continue avec le dernier. Donc on voit que la trajectoire est circulaire, donc on aurait un mouvement circulaire. Et alors, on voit, il faudrait le mesurer, mais ça a l'air pas mal. La distance parcourue a l'air d'être tout le temps la même. Donc, ce serait un mouvement circulaire uniforme. D'accord? Alors, par contre, ici, pour représenter les vecteurs, donc je vais dire qu'ici, c'est le 1, 2, tiens, je vais représenter 3, 4, 5 et au point 6. Alors ici, sur un mouvement circulaire, c'est moins facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je reprends pour le 3, le point d'avant, le point d'après, et je trace... pas, hop, je trace le segment, donc si on l'appelle M, M2, M4, d'accord? Ce segment va me donner la direction, donc je reprends cette direction-là, et voilà la direction de mon vecteur vitesse V3. Le sens du mouvement, donc là j'ai décidé, puisque j'ai numéroté comme ça, c'est-à-dire que le sens du mouvement, il est comme ceci. Donc j'ai la direction du vecteur vitesse qui va commencer à être dessinée au point 3 puisque je veux V3. Le sens, il est comme ça. Et donc la valeur, là, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, j'aurai une flèche qui sera représentée
maintenant, qu'est-ce qu'il me fait? Hop, ma flèche, voilà. Donc j'aurai une flèche qui va être représentée avec la direction ici, voilà, le sens, celui du mouvement. Et là, on aura, je vais représenter autrement, V3. Donc là, on aurait V3. D'accord? Je vais voir si je peux changer la couleur. Voilà. Et ça, si je peux changer aussi pour qu'on voit bien. Voilà. Donc là, on a le vecteur vitesse V3. Pour 6, c'est exactement la même chose. Donc pour le vecteur V6, donc là, je vais prendre un segment. Sauf que là, il faut que je prenne le segment point d'avant M5, point d'après M7. Donc voilà ce que j'ai pour la direction, que du coup, je vais translater au point 6 pour avoir la direction de mon vecteur vitesse. D'accord? Alors ça, c'est bien la tangente à la trajectoire qui serait circulaire. Là, je ne la représente pas parce que ça va être moche, mais j'aurai une trajectoire circulaire. Et on voit que c'est la tangente. Je vais essayer après, hein. On va voir ce que ça donne. Ensuite, au niveau du vecteur vitesse, donc du coup, j'ai sa direction. Le sens, c'est celui du mouvement. D'accord? Et donc, je vais représenter la flèche en partant du point 6, s'il veut bien. Voilà. Donc, je pars du point 6. Et ma direction, c'est celle que j'ai représentée. Alors, au niveau de la norme, puisque c'est un mouvement circulaire uniforme, la valeur de la vitesse va être tout le temps la même. Donc, je vais essayer, là, c'est à l'œil, hein, de représenter avec la même taille, le vecteur V3 et le vecteur V6. Et là, j'aurai le vecteur V6. D'accord? Juste, hein, j'essaye de représenter, je ne sais pas s'il va bien vouloir. Si, alors, ça ne va pas être facile à faire, je pense. Ah si, peut-être que si, au final. Voilà. On aurait donc une trajectoire, c'est pas mal, circulaire. Et on voit que mes vecteurs, là, V6 et V3, sont bien tangents à la trajectoire qui est le cercle, puisque ça ne passe que par un point. On voit que c'est à chaque fois, ça touche en un seul point. Donc c'est bien tangent à la trajectoire. D'accord? J'espère que ça va. C'est pas forcément évident de tracer des vecteurs vitesse, hein. Il faut s'y habituer et il faut surtout connaître les méthodes. Donc on trace le segment du point d'avant, le point d'après, ça nous donne la direction, qu'on translate au point qui nous intéresse. D'accord? Donc en fait, c'est la parallèle au segment qu'on a trouvé. Quand la trajectoire est rectiligne, c'est facile. Quand c'est plus rectiligne, il faut faire comme ça. Et ensuite, le sens, c'est celui du mouvement. Et la valeur, bon bah, quand on vous propose de la calculer, vous le faites. Voilà. Donc vous avez la méthode qui est, je ne vais pas la relire ici, hein, qui est celle qu'on a vue dans l'activité. À vous de la relire, de voir si vous avez compris. Juste, I-1, c'est parce que nous, on veut se placer au point I. Donc MI, par exemple ici, M6. I égale 6. D'accord? Si on vous dit I-1, bah, c'est le point d'avant, ça fait 6-1, donc c'est 5. Donc I-1 serait égal à 5. Et I plus 1 serait égal ici à 7. Donc I-1, c'est le point d'avant. I plus 1, c'est le point d'après. D'accord? Et la technique, c'est la même que celle qu'on a vue dans l'activité. Donc, voilà. Donc, pour finir, justement, je vous demandais sur cet enregistrement, qui est un vrai enregistrement, qui est à l'échelle 1, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échelle entre le dessin et la réalité, de tracer le vecteur vitesse V2. Alors là, on a plutôt quelque chose qui ressemble à une trajectoire parabolique, donc c'est pas rectiligne, donc il faut utiliser la méthode que je vous ai donnée juste avant. Et on sait que l'intervalle de temps, c'est tau, cette lettre-là, c'est tau, 40 millisecondes entre chaque position. Donc si on veut tracer le vecteur vitesse V2, la méthode nous dit déjà de mesurer, puisqu'on veut au point 2, de mesurer M1, M3. D'accord? Alors M1, M3, si je mesure sur mon écran, je trouve 7,3 cm. Donc 7,3 cm en vrai. Ensuite, donc ça va me donner, donc je vais le faire, ça va me donner la direction. Je translate cette direction au point 2, hein, ça va me donner, bon, comme ça, la direction de mon vecteur vitesse. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a M1, M3, on nous dit de calculer la norme, donc la valeur plutôt de V2. C'est M1, M3 sur l'intervalle de temps entre M1 et M3. On sait qu'entre chaque position, j'ai tau. Donc entre M1 et M3, j'aurai
de taux. D'accord? Donc ça veut dire que V2, ça fait 7,3 cm, donc je mets en mètres 10 puissance moins 2, sur 2 fois 40 millisecondes. 40 millisecondes, c'est 40 10 puissance moins 3. Donc ça nous fait, si je fais le calcul, on le fait en direct, 7,3 10 puissance moins 2 divisé par 2 fois 40 10 puissance moins 3, on arrive à une vitesse de 0,91 mètres par seconde. Donc voilà la valeur de la vitesse V2. D'accord? Ensuite, il faut une échelle de représentation. Donc pour la vitesse, donc ici, bah, si je prends 1 cm pour 0,91 mètres par seconde, ça ne fait pas des masses. D'accord? Donc je peux prendre, si je prends 0,1 mètre par seconde, il faudrait 9 cm. Donc c'est un peu beaucoup. Donc on peut prendre 1 cm pour 0,5 mètres par seconde, par exemple. Et là, j'ai à représenter 0,91 mètres par seconde. Donc, on fait 0,91 fois 1 divisé par 0,5. Divisé par 0,5, ça revient à multiplier par 2. Donc, on arrive à 1,8, 1,82 exactement, centimètres. Donc, ça veut dire que la norme de mon vecteur V2 va être de 1,82 cm. On va le représenter par 1,82 cm. Ensuite, il n'y a plus qu'à représenter le vecteur. Alors, la direction, je l'ai. C'est cette droite-là. Le sens, on va de M0 à M7. Donc, le sens du mouvement est comme ça. Donc, ma flèche, elle va être comme ça. Et il va falloir représenter la taille du vecteur par 1,82 cm. Donc, il veut bien ou pas? Ouais. Hop. Donc, je vais partir du point 2. D'accord. Je vais tracer une flèche qui a la direction que j'ai représentée. Le sens du mouvement. Et qui aura comme taille, alors moi je ne le fais pas là à l'échelle, hein, parce que là c'est compliqué de mesurer, mais on aurait 1,82 cm avec l'échelle que j'ai choisie, 1 cm pour 0,5 mètres par seconde. Et donc, on arrive à ça. Ok ? J'espère que ça va pour la méthode. Évidemment, vous pouvez vous entraîner sur le même document là pour tracer V5, V5, V7, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas le point d'après, V0 non plus d'ailleurs. Il vous faut forcément le point d'avant. Mais vous pouvez vous entraîner comme ça avec des trajectoires ou d'autres que vous faites chez vous, hein, sans problème. Alors, juste la dernière chose, hein, vecteur vitesse et nature du mouvement, c'est qu'on a vu pour un mouvement rectiligne, on l'a vu dans l'activité. Par exemple, pour ce mouvement-là, on voit que V1, V2, V3, qu'est-ce qui se passe? On voit que la distance diminue, c'est un mouvement rectiligne décéléré. On voit que le vecteur vitesse a toujours la même direction, celle de la droite, hein, même sens, mais par contre que sa valeur diminue. Pareil ici, si vous avez un mouvement ici accéléré, puisqu'on voit que les distances augmentent, on voit que le vecteur vitesse a la même direction, le même sens, mais que sa valeur augmente, et que si on a un mouvement rectiligne uniforme, là on voit que le vecteur vitesse a la même direction, même sens et même valeur tout le temps. Donc ça, on peut en déduire que si le vecteur vitesse a sa direction qui reste tout le temps la même au cours du mouvement, alors le mouvement est rectiligne. C'est la seule possibilité. Si le vecteur vitesse ne change pas de direction, c'est qu'on a un mouvement rectiligne. Vous l'avez vu, quand c'est un mouvement circulaire, il change tout le temps de direction. Le vecteur vitesse, c'est jamais la même droite. Alors juste, hein, je vous le remontre parce que c'est important de l'avoir compris. Quand on a... c'est pas là. Voilà, on est là. Regardez le mouvement circulaire. Votre vecteur vitesse, hop, il change de direction tout le temps. D'accord? Ça va tout le temps changer de direction. Alors que sur un mouvement rectiligne, ça ne change pas de direction. Sur un mouvement, ici, plutôt parabolique, vous allez avoir aussi un changement de direction. Ici, c'est comme ça. Là, je vais le dessiner vite fait. Hop, ce serait comme ça. Ici, ce serait comme ça. D'accord? Donc, ça change tout le temps de direction également. Donc, la seule possibilité pour que votre vecteur vitesse ne change pas de direction, c'est que le mouvement soit rectiligne. Ensuite, si la valeur en plus reste la même, alors ça veut dire qu'on aura affaire à un mouvement uniforme. Ok? Et donc, si vous avez un vecteur vitesse qui ne change ni de direction, ni de valeur, ni de sens évidemment, alors vous avez affaire à un mouvement rectiligne uniforme. Donc ça, c'est pas mal de le savoir pour tout de suite repérer ces types de mouvements. Voilà. Alors, vous avez un petit bilan sous forme de schéma. Je vous laisserai prendre c'est un bilan final. Hein. Donc là, il n'y a rien de nouveau. C'est pour vous, pour que ce soit facile à retenir.
Donc, une fois que vous avez travaillé tout ça, vous me faites les exercices d'application qui vous sont donnés ici, que vous aurez à me faire. Et ensuite, vous pouvez faire le QCM une fois que vous avez bien travaillé tout le chapitre. Voilà, voilà. Bon courage à vous!